Et si le peuple pouvait ignorer les règles pour en créer de nouvelles? Voilà, la question est au cœur de tout ça. L'idée, c'est que quand le système semble bloqué, eh bien peut-être qu'il faut arrêter de jouer avec les règles qu'on nous donne et changer le jeu. Complètement. Alors, voyons un peu comment un projet pareil pourrait, ne serait-ce que sur le papier, se concrétiser. Alors, pour bien comprendre, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, on va voir pourquoi on parle de blocage constitutionnel. Ensuite, on plongera dans cette proposition un peu subversive, on regardera sur quoi elle repose philosophiquement, puis la stratégie très concrète en 3 temps, et enfin, le but de tout ça, le pouvoir citoyen. Allez, on commence avec la première partie, ce fameux blocage constitutionnel. Tout part de là, en fait, d'un sentiment d'impasse. On se demande souvent, mais pourquoi c'est si compliqué, voire impossible, de vraiment changer nos institutions en profondeur ? Eh bien la réponse, il faut aller la chercher au cœur même de notre Constitution. Et le voilà, le coupable désigné, l'article 89. Sa procédure pour réviser la Constitution est tellement contraignante qu'en pratique, ça fonctionne comme un véritable verrou. Ça rend tout changement majeur quasiment impossible par les voies légales. Et c'est justement ça qui pousse certains à se dire « Bon, si la porte est fermée à clé, peut-être qu'il faut juste passer par la fenêtre ». Et donc face à ce verrou, on en arrive à la proposition subversive de Pascal M.V. Son idée est simple et en même temps assez radicale. Plutôt que d'essayer de forcer la serrure, de casser le cadenas, pourquoi ne pas construire carrément une nouvelle porte à côté? Et tout est résumé dans cette phrase. Si le peuple n'a pas le pouvoir de réviser lui-même l'actuelle Constitution, il peut en adopter une nouvelle. Vous voyez le changement? C'est subtil mais c'est énorme. On ne parle plus de réviser, on parle d'adopter. C'est une affirmation très forte du pouvoir souverain du peuple. L'idée c'est que le peuple est au-dessus des règles et donc il a le droit d'en créer de toutes nouvelles. Ok, mais une idée comme ça, aussi radicale, ça ne sort pas de nulle part. Il faut que ça tienne debout, intellectuellement parlant. Et justement, elle repose sur 2 grands piliers théoriques. Ce n'est pas juste un coup de tête, non, c'est une vraie construction. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle le droit naturel. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'idée assez simple qu'il existe des principes moraux universels, par exemple la souveraineté du peuple, l'égalité, qui sont plus importants, qui sont au-dessus des lois écrites. Et donc, si une loi écrite va à l'encontre de ces grands principes, eh bien, il deviendrait moralement légitime de la contourner. Et le deuxième pilier, c'est un concept un peu plus technique, mais qui est absolument central, le pouvoir constituant originaire. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple, parce que c'est de lui que vient tout le pouvoir, a un droit fondamental qu'on ne peut pas lui enlever de définir lui-même les règles du jeu, c'est-à-dire de se donner une nouvelle constitution quand il le décide. Pour faire simple, c'est ce pouvoir qui a été utilisé en 1789 pour faire table rase du passé. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? Comment on passe de ces grandes idées philosophiques à une action politique concrète? Eh bien, la stratégie qui est proposée est très claire. Elle se déroule en 3 temps. Alors voilà les 3 étapes. La première, l'abstention massive. L'idée, c'est de montrer par la non-participation que les institutions actuelles n'ont plus de légitimité. Deuxième étape, organiser un référendum. Mais un référendum auto-organisé, en dehors du cadre légal, pour voter sur une nouvelle constitution. Et enfin, la troisième étape, le fait constituant. C'est l'aboutissement. Si le soutien populaire est écrasant, eh bien cette nouvelle réalité politique s'impose d'elle-même. L'ancien système devient, de fait, obsolète. Alors juste pour qu'on se rende compte du défi, pour la première étape, il faudrait une abstention massive. Aux législatives de 2022, on était déjà à environ 55%. C'est énorme. Mais là, l'objectif stratégique, ce serait d'aller chercher les 60, voire 70%. Un chiffre pareil, ce serait un signal politique impossible à ignorer. Ensuite, pour la deuxième étape, le référendum. Là aussi, il y a un chiffre clé. Plus de 50%. Mais attention, ce n'est pas 50% des gens qui votent. C'est plus de 50% de tous les électeurs inscrits. C'est un seuil extrêmement élevé. Mais c'est la condition indispensable pour que le résultat soit considéré comme incontestable, pour qu'il ait une légitimité absolument écrasante. Très bien, on a vu le problème, la solution, la théorie, la stratégie, mais au fond, tout ça pourquoi faire? Quel est le but de toute cette manœuvre? Si ça marchait, qu'est-ce qui changerait vraiment? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Alors ce qui est intéressant, c'est que le projet ne propose pas de tout jouter. On garderait un régime représentatif avec des élus, comme aujourd'hui. La grosse différence, elle est dans l'ajout de ce qui est à droite. Un droit de censure populaire et un droit de révocation des élus. En gros, on ajoute des outils de contrôle direct pour que les citoyens puissent reprendre la main s'ils estiment que ça dérive. Et la clé de voûte de tout ça, l'outil principal, c'est le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Mais attention, pas un RIC consultatif pour donner son avis, non, un vrai RIC avec un pouvoir d'action.
Le pouvoir d'annuler une loi qui n'est pas encore passée, d'abroger une loi qui existe déjà, et même de révoquer un élu. C'est vraiment l'outil de contrôle citoyen par excellence. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui reste en suspens. Est-ce qu'on est face à une simple utopie théorique, une belle idée sur le papier, fascinante mais totalement irréalisable, ou est-ce que, au contraire, ça pourrait être le germe d'un futur précédent démocratique, quelque chose qui pourrait redéfinir notre vision de la démocratie? Pour l'instant, évidemment, la question reste ouverte.